ce jour. Démarrage de la campagne de commercialisation de l'arachide ce jeudi. Révélation du ministre de l'Agriculture. Papa Abdoulaye Seck annonce que le prix aux producteurs du kilogramme de la graine est à 210 francs. Il indique que l'État va mettre en place un fonds de commercialisation de 11 milliards. Insécurité dans le pays, le ministre de l'Intérieur blinde la capitale. Abdoulaye Daouda Diallo annonce une batterie de mesures pour renforcer la sécurité. Grand Yoff applaudit. Parallèlement, des professionnels des médias déplorent le traitement à l'excès de la violence. Suspension des constructions de stations de service dans la capitale. Décision du ministre de l'Énergie accueillie positivement par bon nombre de personnes. D'autres martèlent que l'État est responsable de la prolifération de ces stations à Dakar. Et enfin, liquidation du journal Le Populaire. Les ex-travailleurs exigent à Baratal le paiement de 3 années d'arriérés de salaire. Ils comptent porter l'affaire devant la justice. Le Populaire a cédé la place au nouveau quotidien Vox Populi. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. La campagne de commercialisation de l'arachide au Sénégal. Pour démarrer ce journal, le prix du kilogramme fixé à 210 francs. Annonce du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Le démarrage de la campagne est prévu le 1er décembre prochain. La production arachidière de cette année a baissé de 5% par rapport à 2015. Pour cette année, le Sénégal récoltera plus de 990 000 tonnes d'arachide. À l'unanimité, les acteurs sont tombés d'accord sur les 11 propositions faites par le gouvernement. Les détails de la réunion avec Ibrahim Fall. À l'occasion de ce conseil interministériel consacré à la campagne agricole, d'importantes mesures ont été prises. Parmi ces mesures, le démarrage de la commercialisation de l'arachide. La campagne de commercialisation va démarrer le 1er décembre. Le CNIA avait proposé un prix de 210 francs le kilo. Le conseil interministériel l'a validé. En plus de cela, l'État va mettre en place un fonds de commercialisation de 11,5 milliards destiné à acheter 55 000 tonnes de semences certifiées. Comparé à la campagne de l'année précédente, des avancées notoires ont été constatées pour cette saison, précisent les acteurs. Par rapport à l'année dernière, cette année, nous aurons une production de 997 553 tonnes. Ça correspond à une baisse de 5% par rapport à la production de l'année passée. Mais ça correspond à une hausse de 38% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Que le prix d'achat du kilogramme d'arachide de cette année qui passe de 200 à 210 francs, c'est une augmentation. Comparé également au prix au niveau international. Présentement, le kilogramme d'arachide au niveau international est de 185 francs. Si l'État accepte maintenant d'acheter à 210, c'est-à-dire que l'État va faire une subvention de 25 francs par kilogramme acheté. C'est important et ça protège effectivement l'économie du producteur. Des sanctions sont prévues pour ceux qui vont outrepasser ces décisions. Une assurance du ministre de l'Agriculture qui incite les agriculteurs à vendre des produits de qualité destinés à l'exportation. Parlons du bilan global de la brigade nationale des sapeurs-pompiers à Touba. Plus de 800 interventions ont été enregistrées, dont des centaines d'accidents de la route ayant occasionné la mort de 19 personnes. Les soldats du feu appellent à un diagnostic profond de la situation. Le commandant du centre de secours de Touba s'exprimait en marge d'une réunion du comité d'organisation du Grand Magal. Voici Omar Diop Mbaye, commandant des sapeurs-pompiers de Touba, au micro d'Elhaj Modougueye. Sur les accidents de la circulation seulement, donc on a été alerté 129 fois. Et sur les 129 alertes, on a eu 822 victimes. 122 victimes, il y a 803 qui ont été assistés et transportés vers l'hôpital, dont 19 qui ont perdu leur vie. Donc, sur les malades, on a été alerté 14 fois. Il y a 18 malades qui ont été assistés et 18 malades qui ont été transportés vers l'hôpital. Autre accident, une personne en danger haute, on a été alerté 14 fois, il y a eu 16 victimes et les 15 ont été transportés, il y a eu un corps sans vie. À l'intérieur de la ville de Touba, on a eu 55 cas d'intervention. Et sur les 55 interventions, il y a eu 106 victimes qui ont été concernées. Et les 106 victimes, les 103 ont été assistés
Le Gamou sera commémoré le 12 décembre prochain. Le ministre de l'Intérieur affirme que l'état d'avancement des préparatifs est particulièrement satisfaisant. Le porte-parole de la famille Si, Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine, a profité de la réunion nationale consacrée au Gamou pour faire un plaidoyer afin que l'État solutionne les problèmes de l'hôpital général Abdoul Aziz Sy de Tivaouane. Abigail a assisté à la rencontre. L'état des préparatifs du Gamou 2016 est particulièrement satisfaisant. Une déclaration du ministre de l'Intérieur et de la fonction publique, Abdoulaye Daouda Diallo, salue l'implication des services déconcentrés de l'État. L'état des préparatifs du Gamou de Tivaouane édition 2016 donc particulièrement satisfaisant, pour ne pas dire tout simplement tout est fin prêt en tout cas. Et pour ça, c'est l'occasion encore une fois de plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, de remercier les autorités administratives concernées. Le porte-parole du Khalif général des Tidjanes a fait en outre un plaidoyer pour la santé. Ceci dans l'optique que l'État solutionne les problèmes de l'hôpital Abdoul Aziz Sy de Tivaouane. Je veux vous informer des problèmes de santé dont souffre Tivaouane. L'hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh est confronté à d'énormes difficultés et je souhaite que vous fassiez quelque chose pour solutionner ces maux. Le comité régional de développement sur le Gamou 2016 s'est tenu ce lundi. Une occasion saisie par la délégation religieuse de Tivaouane pour lister les maux dont souffre la ville sainte. Abigail, nous restons avec vous. Les cartes d'identité biométriques font leur première victime à la préfecture de Guédiawaye. Un vieux de 88 ans qui voulait s'inscrire sur les listes a perdu la vie. Abdoulaye Daouda Diallo se désole de cette situation. Il précise par ailleurs que le déficit de commission de confection de cartes biométriques ne ralentit en rien le processus électoral. Il est au micro de notre reporter. Je rappelle que le personnel qu'on a trouvé sur place, en tout cas pour ce qui est de la police, était inférieur, tenez-vous bien, à ce qui existait avant que la police ne soit dissoute en 1987. Donc la première bataille a consisté, avec l'aide du président de la République, à recruter massivement des policiers. Aujourd'hui, on a recruté plus de 4000 policiers qui sont venus s'ajouter bien sûr à ce qui existait déjà. Maintenant, on travaille aussi dans la proximité, bien évidemment, on travaille à ouvrir le maximum de commissariats et de postes de police. La gendarmerie, bien évidemment, aussi beaucoup de postes à ce niveau. Et rien que pour la police, en 2017, nous avons prévu encore dans la région de Dakar d'ouvrir 10 commissariats supplémentaires. Vous l'avez compris, c'était le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, qui parlait des mesures qui ont été prises pour renforcer la sécurité dans la capitale. Parcelles Assainies et Grand Yoff seront bientôt dotés de nouveaux dispositifs sécuritaires afin de diminuer les cas d'agression et de meurtre notés ces derniers temps à Dakar. Une mesure qui, selon les habitants de Grand Yoff, arrive à point nommé. Par ailleurs, ils alertent les autorités sur l'état de délabrement de certaines maisons qui ne respectent pas les normes de sécurité. Ils soutiennent que leurs propriétaires continuent de les louer sans penser aux dangers qui guettent les occupants. Un sujet de Adiara Bonati. Les séries d'assassinats notées ces derniers jours à Dakar ont fini d'installer la peur chez les habitants de certaines localités comme Grand Yoff et les Parcelles Assainies. Nombreuses sont les attentes par rapport au renforcement des dispositifs sécuritaires que l'État va mettre en place avec un nouveau commissariat, une institution qui sera dotée de nouveaux équipements mais aussi un effectif renforcé, une mesure qui vient en son heure selon la population afin que l'insécurité soit un vieux cauchemar. Donc, nos difficultés, c'est surtout la sécurité. Ça manque énormément. Surtout dans ce contexte actuel marqué par des meurtres et agressions. On doit beaucoup faire attention. Si l'État peut nous aider en ce sens, ça serait mieux pour nous. L'installation des caméras de surveillance, l'éclairage des rues, tout ça nous sera bénéfique. Malgré les efforts consentis par les autorités, l'insécurité ne se limite pas seulement sur ce plan. Les habitations constituent aussi une menace pour la population. Nombreux sont les propriétaires de maisons qui ne veillent pas aux normes de sécurité avant de prendre des locataires, fustigent certains.
Nous, c'est les voyous et bandits qui nous mènent la vie difficile. La sécurité de la nuit doit vraiment être renforcée. Quand on se couche jusqu'au lever du soleil, on ne dort pas avec les fenêtres ouvertes. De plus, la voie qui mène vers Talibou Dabo n'a aucune sécurité. Au niveau des habitats, non, il n'y a pas de sécurité. Ici, c'est juste l'argent qui les intéresse. Ils ne font pas de recherche sur la personne, ni d'où ils viennent. Il faut juste donner la somme de 25 000 francs pour la chambre et la caution. Si les toilettes sont tout bouchées, s'il y a une barre de fer qui est tombée, rien du tout. À ce côté, pour résumer, on ne va pas dire qu'il y a une sécurité. Pas plus tard que lundi passé, un adolescent d'une quinzaine d'années a été tué par son ami Benoît après une banale dispute dans la commune de Grand-Yoff. Les séries d'agressions se poursuivent toujours pour beaucoup de citoyens. Sortir à certaines heures de la nuit, c'est prendre des risques. D'ailleurs, la population compte s'ériger en sentinelle pour pouvoir combattre l'insécurité qui règne au niveau de leur localité. Arrêtons-nous à cette recrudescence des cas de meurtre et autres actes de violence. Le traitement journalistique de ces faits remis en question. Des professionnels des médias reconnaissent qu'il ne faut pas y aller à l'excès. Le doyen Sadakan confie que le journaliste n'a pas besoin de décrire les faits jusqu'à heurter la sensibilité des populations. Position partagée par le rédacteur en chef de la RFM qui précise toutefois que le journaliste ne peut pas se permettre de ne pas relayer ces informations. Regard critique sur le travail des confrères, c'est l'affaire de Ababakar Sadertop. Agressions, viols et meurtres font partie du lot des quotidiens de la presse sénégalaise. Ces informations, qui pour la plupart heurtent la sensibilité des Sénégalais, sont traitées de manière désinvolte. Forcément, il faut rapporter ce genre d'actualité. On ne peut pas ne pas en parler, mais c'est peut-être la façon d'en parler. Il faut en discuter un peu. C'est vrai, avec des descriptions parfois qui dépassent les limites du normal. C'est un fait qui est préoccupant, la manière dont les actes de violence sont traités par la presse. Alors, j'en prends pour preuve l'excellent papier de mon ami, que j'ai salué au passage, c'est Jean-Maïssa Diop. Dans ses avis d'inexpert, j'ai dit mais non, mais tu donnes des avis d'expert. Alors il a parlé de la question. C'est vrai, quand le journaliste va et qu'on lui donne des informations, mais on n'a pas besoin de prendre les détails traumatisants. Sadakan, doyen dans la presse au Sénégal, considère que le rôle du journaliste est de se limiter aux substances de l'information. Les détails appartiennent aux enquêteurs. On peut s'en tenir aux faits, mais le reste, j'ai tué la personne de cette manière-là. Je pense que c'est des faits qui concernent les policiers, c'est des faits qui concernent les responsables, ceux qui doivent mener l'enquête. Les gens ont juste besoin d'être informés, les informer sans les traumatiser, les informer sans les apeurer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas donner des informations qui développent une psychose. La récurrence des meurtres et violences pousse les médias à relayer l'information. Seulement, il est constaté aujourd'hui que le traitement se fait le plus souvent dans le sensationnel. Ainsi, ces experts de la presse appellent au retour aux fondamentaux du journalisme. Je l'ai annoncé en début d'édition, les constructions de stations de service gelées jusqu'à nouvel ordre pour freiner leur prolifération à Dakar. Annonce du ministre de l'Énergie, Thierno Alassane Sall, qui faisait face aux députés. Beaucoup saluent l'initiative. Les chauffeurs de transport en commun, pour leur part, ne voient pas l'utilité d'une telle mesure. Ils indiquent que la prolifération de ces essenceries est imputable aux autorités étatiques qui délivrent les autorisations de construire. C'est un reportage de Fatou Bintou Diagne. La création tout azimut des stations d'essence dans la capitale semble préoccuper les autorités du pays. Elles ont décidé de geler leur implantation, une initiative bien accueillie par certains citoyens. On ne fait que s'en féliciter encore davantage, parce que nous savons que l'État prend conscience des dangers que constitue la proximité des stations d'essence et des habitations. C'est des dangers sécuritaires, c'est des dangers environnementaux, c'est des dangers sanitaires. Les chauffeurs de transport en commun ne voient nullement l'utilité d'une telle mesure. Ce n'est pas une bonne idée. Plus les stations d'essence sont nombreuses, plus cela nous arrange. Quand tu es dans certains endroits, trouver une station relève d'un véritable parcours d'un combattant.
Puisque la station est en règle, je ne vois pas l'utilité si ces stations ne pouvaient plus honorer leurs engagements. Dans ce cas, on pourrait comprendre, mais elles sont en règle. Il existe des normes établies pour l'implantation d'une station d'essence. Pour ce chauffeur de taxi, c'est la faute des autorités car c'est elles qui délivrent les permis de construire. L'État a un droit de regard. Ces stations ont des papiers en bon et due forme. C'est pour cela qu'elles ont pu construire. Si les normes ne sont pas respectées, c'est de leur faute car ils ont délivré les permis de construire. Si quelqu'un fait autre chose non conforme à la législation, la police intervient immédiatement. Ériger une station ne doit pas être chose facile car c'est un aménagement sur la voie publique. Cela requiert au préalable une étude pour voir la faisabilité, mais également si elle répond aux normes environnementales. Autre point évoqué en titre, la liquidation du quotidien d'information Le Populaire au profit de Vox Populi. Situation qui fait sortir les ex-travailleurs de ce journal de leurs gants. Les journalistes du groupe Comset réclament 36 mois d'arriérés de salaire. Ils comptent saisir la justice afin qu'ils soient rétablis dans leur droit. Amédine Si, le porte-parole des journalistes du Populaire, il réagit au micro de notre reporter. Il y a un problème parce que tout simplement, on a un actionnaire qui s'appelle Baratal qui n'est pas du tout bien. C'est le mal, il incarne le mal. Parce que Baratal est l'actionnaire majoritaire du Populaire depuis quelques années. Le Populaire fait partie du groupe Comset. Le groupe Comset est composé de plusieurs entités, dont l'imprimerie, le service commercial, la direction et 7FM. Depuis quelques années, on a eu des problèmes, on le reconnaît. Et Baratal nous doit 3 ans d'arrière de salaire. Et à notre grande surprise, Baratal a annoncé la liquidation. C'est une liquidation supposée du groupe Comset. Parce que Baratal nous avait promis de nous payer. En voilà d'autres qui ne sont pas contents. Il s'agit des diplômés sans emploi du Sénégal. Ils sont dans tous leurs états. Ils dénoncent le non-respect des multiples promesses à leur égard par le gouvernement. Très remonté, ces jeunes diplômés sans emploi fustigent également les lenteurs notées dans les recrutements de la fonction publique. Ils interpellent le chef de l'État à prendre à bras le corps le problème afin que les jeunes puissent trouver de l'emploi. 3e édition de la Semaine nationale des personnes handicapées. Cette année, l'accent est mis sur le renforcement de l'articulation des programmes de filets sociaux. Un an après l'institution de la carte d'égalité des chances, beaucoup de handicapés n'y ont toujours pas accès. Pour cause, la plupart d'entre eux n'ont pas de pièce d'état civil ou leur mobilité est réduite. Le lancement de cette semaine est prévu le 1er décembre prochain. Objectif, sensibiliser l'opinion publique sur la situation des personnes handicapées. Ndeye Fatim Lo nous en dit plus. Vivre avec un handicap n'est pas chose facile au Sénégal. Les infrastructures adaptées aux handicapés font défaut. Ici ajoute, la plupart du temps, ils sont victimes de stigmatisation et de discrimination. Ainsi, pour changer et faciliter leur vie, l'État a fait des réalisations allant dans ce sens. La carte d'égalité des chances en fait partie. Elle est instituée depuis avril 2015. Il y a un total de 17 851 cartes produites. Et les détenteurs de cartes sont enrôlés dans les mutuelles de santé pour bénéficier de l'avantage santé. Nous avons aujourd'hui 12 881 personnes handicapées qui bénéficient de bourses de sécurité familiale. Produire 50 000 cartes d'égalité des chances d'ici 2030, c'est l'objectif que s'est fixé le Sénégal. Cependant, il fait face à de nombreuses contraintes. Beaucoup de handicapés n'ont pas de pièce d'état civil. De plus, la mobilité pose problème. La pièce d'état civil est une pièce maîtresse dans le dossier que la personne handicapée doit fournir pour s'inscrire et obtenir la carte d'égalité des chances. Il y a également des personnes handicapées qui ne peuvent pas se déplacer. Alors que les guichets d'inscription, pour la plupart, sont situés dans les capitales départementales. Afin de mieux sensibiliser la population sur la situation des handicapés, le Sénégal a institué depuis 3 ans la Semaine nationale des personnes handicapées. Celle-ci se tient chaque année dans la première décade du mois de décembre. Sensibiliser l'opinion publique sur la situation des personnes handicapées
de valoriser le potentiel et les savoir-faire des personnes handicapées et leur organisation, d'évaluer la mise en œuvre des politiques publiques dans le domaine du handicap. Lors de cette semaine nationale des personnes handicapées, beaucoup d'activités vont être organisées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale en partenariat avec les différentes associations des handicapés du Sénégal. Durant cette semaine, les Sénégalais seront mieux sensibilisés afin que ces handicapés soient considérés comme des citoyens à part entière dans la société. Et nous changeons de registre. Le ministre de la Formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat, Mamadou Talla, a effectué une descente sur le terrain pour s'enquérir de la situation des artisans entrepreneurs dans des petites et moyennes entreprises. Le domaine industriel Sodida et Mbao ont été les lieux de destination. Les artisans ont magnifié le déplacement de leur ministre de tutelle. Mamadou Talla entend davantage les accompagner dans des actions de collaboration pour une performance du secteur. Elhaj Moussabé était de la partie. Domaine industriel, première étape de la visite du ministre de la Formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat. D'abord chez l'établissement Goraad, société qui s'active dans la confection d'uniformes. Quelques 150 employés travaillent dans ces locaux. Nous sommes là particulièrement pour tout ce qui est habillement, uniformes surtout, donc pour les militaires, les uniformes de travail, et tout ce qui est vêtements spéciaux, que ce soit les combinaisons pour les pilotes et autres. Donc tout ce qui est vêtements spéciaux, on le fait. Après Ega Confection, direction Sartoricène, logé dans la même zone. Sa spécialité, la couture haut de gamme, avec une technologie de pointe pour rendre compte de la qualité de sa production locale. Nous sommes vraiment contents du déplacement du ministre. C'est comme s'il était venu nous donner un coup de pouce, nous encourager à mieux performer dans le domaine. C'est une grande motivation qu'il vient nous donner. Destination finale de la prospection, la boiserie Alumetal à Mbao. S'enquérir de la situation de l'entreprise, comme avec les précédentes, motive le déplacement. Vous avez été à l'intérieur, vous les avez vus, ils sont dynamiques, ils sont très performants. Ils sont quand même bien. Non, il n'y a pas de niveau quand même. Presque ils ont été formés par M. Diop. Le manque de qualification, les difficultés liées à la commercialisation du mobilier national sont entre autres les contraintes listées par ces entrepreneurs. Le ministre entend les accompagner sur ces points pour une performance du secteur de l'artisanat. L'artisanat de production et de services est un levier très puissant qui pourrait accompagner le secteur industriel. La première entreprise que nous avons vue, elle est devenue pratiquement industrielle. La deuxième également, vous voyez comment elle est moderne en termes d'équipement et même en termes d'organisation et de management. Donc voilà, c'est ça que nous voulons faire pour qu'on tire vers le haut que toutes ces entreprises. Mais la commande publique, les meubles, le matériel, la mécanisation, la mécanique, la réparation de nos véhicules, il est possible de produire chez nous. Nous voulions montrer qu'il y a des exemples qui ont réussi pour faire appel aux jeunes et faire appel également à l'administration. Des actions de collaboration ainsi que l'identification de qualifications sont attendues à l'issue de ces visites. Nous en venons à la page culture. Ce 29 novembre, le Sénégal se souvient de Roch Mbalakh. Demba Dia a su, à travers son style, marquer son empreinte dans le paysage musical. Demba Dia, c'est aussi l'engagement politique. Il avait mis sur pied un parti dénommé Mouvement pour l'action et la citoyenneté. D'ailleurs, il avait pris part aux élections municipales de 2009 et 2014 aux Parcelles Assainies. Demba Dia, le rock s'est tu à jamais. Mansour Sow nous rafraîchit la mémoire. Il s'est révélé au grand public au début des années 90 avec son tube Roch Mbalakh. D'ailleurs, c'est ce nom d'artiste qui le poursuivra tout au long de son séjour sur Terre. Figure de proue du showbiz sénégalais, Demba Dia avait, outre sa musique qui lui avait attiré beaucoup de fans, embrassé une carrière politique avec son mouvement. Pour l'action et la citoyenneté, il avait postulé en 2009 puis en 2014 à la candidature à la mairie des Parcelles Assainies, un quartier de la périphérie du centre-ville où il avait élu domicile. Le 29 novembre 2014, Roch Mbalakh est parti sur la pointe des pieds, laissant derrière lui une famille éplorée, des fans sevrés à jamais.
l'homme a su de son vivant être utile à sa communauté. Le prix Galsen Hip Hop Awards sera décerné aux meilleurs artistes de l'année ce 3 décembre, une manière de faire la promotion des cultures urbaines. Le ministre de la Culture compte accompagner ce projet. Les initiateurs du programme ont fait face à la presse ce lundi pour décliner les critères de sélection. Une trentaine d'artistes et de groupes de rap font partie des nominés. Abdoulaye Monyonga était sur place. Faire la promotion des cultures urbaines, tel est l'objectif du prix Galsen Hip Hop Award, un prix décerné aux meilleurs artistes rappeurs de l'année. Nous évoluons dans ce milieu depuis plus de 10 ans et c'était plus intéressant de voir que la compétition était morte et il fallait créer quelque chose pour refaire vivre, pour ramener cette compétition-là, et la seule chose qu'il y avait à faire, c'était d'organiser ce genre d'événement. Et voilà pourquoi Point Blank Prod a initié le